Bonjour, merci d'être là à l'heure du repas, c'est bien. On va. Oh, if you want to follow what all the craziness I'm saying. Simultaneous Yeah, translation. this guy up there is working for us. Thank you so much. Donc, j'ai le plaisir et l'avantage de vous présenter Dylan Orox, qui a survécu aux problèmes de circulation à Angoulême, ce qui explique qu'il a un peu de retard. On va très simplement commencer, si tu veux bien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer d'où tu viens, ton parcours dans la bande dessinée, comment tu es arrivé à devenir dessinateur de bande dessinée? J'ai cru comprendre que tu... It doesn't work? No, but that's okay if you. Hang on. I can do it in English. Oh no, I've got it now. I've got it now. Thank you. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours? Tu es né en Nouvelle-Zélande. J'ai cru comprendre que tu as beaucoup voyagé dans le monde. Est-ce qu'il y a une raison, j'allais dire presque biographique ou familiale, qui a fait que tu t'intéresses au dessin, que tu es devenu auteur de bande dessinée? Voilà. Est-ce que on va commencer tout simplement comme ça? Okay. Take the microphone, please. Et désolé pour pour mon tardiness. La voiture n'est pas arrivée. Merci pour votre patience. I grew up Alors in j'ai New Zealand, grandi which is a very long way en from Nouvelle-Zélande, here. c'est très loin d'ici. And my family Et ma were, famille, writers and academics. ils étaient auteurs My et father universitaires. loved comics, Mon père so the house adorait, always had a lot of comics, il adorait les comics, very les good BD, comics too. et des BD de grande qualité What I was aussi. surprised is you mentioned the J'étais étonné de voir, Pardon, je vais le faire en français. Désolé. Ce qui m'a surpris, c'est quand j'ai lu des interviews et dans le site également, tu mentionnes des bandes dessinées qui, pour un lecteur anglophone, ne sont pas très courantes. Tu parles de Tintin, tu parles de bandes dessinées européennes que tu as lues enfant. Et j'étais extrêmement surpris. Comment se fait-il que Tintin pouvait se retrouver dans une famille de Nouvelle-Zélande? Je ne veux pas dire que c'est très loin et qu'on ne connaît pas du tout, mais ce n'est pas si courant quand même. Well, Tintin is alors Tintin is everywhere est partout, except America. sauf where aux for some États-Unis. strange Et reason, pour Tintin je ne sais pas never quelle raison bizarre, took Tintin hold. n'a jamais But in New Zealand, every décollé. household has Mais en Tintin Nouvelle-Zélande, chaque and famille Asterix. a Astérix, They were Tintin. both widely Les deux translated. étaient But traduits people très largement. don't think of Mais them les gens as comics ne les voient pas comme in étant New Zealand. des They comics think en of them fait. as children's books. Des bandes dessinées, And, c'est des livres pour enfants. But to me, they were comics. Mais pour moi, c'était des BD. Because my father was interested in Et comics, mon he père would bring s'intéressait home all à la sorts BD. of things that he could find. Et il One ramenait day tout he ce qu'il brought pouvait home trouver. Un a jour, copy of Pilote il a magazine. ramené une copie de Pilote And it Magazine. wasn't just any copy, it was Et ce the n'était pas issue n'importe of Pilote laquelle with Jean édition, Giraud's c'était story avec La l'histoire Déviation. La déviation de Jean Giraud. Of him Et c'était le drawing as début Moebius. de lui qui est devenu So, Moebius. as a child, seeing that was like seeing Donc comics pour from moi, another world. c'était voir They were in French, des so I BD couldn't d'un read autre them. monde. C'était en français, donc je ne But pouvais pas les it lire. taught me that Mais there ça m'a were all appris sorts of treasures qu'il y avait des trésors, qu'il y avait des hidden trésors away from New cachés, Zealand. And qui étaient if I could just cachés find the key de la Nouvelle-Zélande. to unlock Et si je this trouvais la treasure clé chest, pour I would ouvrir find ce coffre, en fait, things. je trouverais des choses So miraculeuses. I started learning French. Donc j'ai commencé à apprendre le français. I did French at school Et j'ai fait le all the français à way l'école, through school, donc tout au long du collège, just du so I lycée, could read bande dessinée. et pour pouvoir lire des bandes dessinées. Things Et j'ai like commencé à Suivre, commander à Action, Suivre Magazine. and Et, I found books by Chantal Montelier. et j'ai trouvé des livres de Chantal Montelier, Tardy, Michel Crespin, Yves Chaland. These were Donc my treasures that I c'était des found. trésors que j'ai But, trouvés. How old were you? You Tu were avais quel born âge? Tu es né en quoi? En 66. 66. So you were a I don't teenager, know how basically. old I was. Donc c'était ado. Je ne sais pas I à guess quel âge. I was at high school. Je sais I pas. was a J'étais au teenager lycée, donc when ouais, I was getting ouais, a au suit collège. when I was at high school. Ouais, ouais. I had to order it Avec un from suivre. Il an fallait le Australian commander shop.
d'un magasin australien qui importait des bandes dessinées. Il me l'envoyait après. Et ils m'envoyaient leur catalogue 3 fois par an. Et le catalogue, c'était tout simplement une liste de noms d'auteurs et de livres. Et parfois, il y avait une case d'une BD. Et parfois la couverture. Mais très souvent, ils ne montraient rien. Et je ne savais absolument pas ce que j'allais commander, quoi. Ce que je commandais. Mais je savais qu'il y avait de telles merveilles en Europe que, en fait, je prenais au pif, quoi. Il y en avait qui étaient moins bien, mais j'ai trouvé des vrais trésors. Et une fois, bon, à suivre, c'était génial, parce ça m'a montré toute une gamme d'auteurs. Muñoz and Sampaio, Tardi. Tardi, Muñoz. Oui, oui, tout à fait, mais aux États-Unis aussi, en 77, il y avait le magazine Heavy Metal, qui était la version américaine de Metal Hurlant, mais c'était moins bien que Metal Hurlant. Mais aussi, c'était une façon de trouver des choses, découvrir des choses. Donc c'était ma Bible. Donc j'ai toujours rêvé de venir en France un jour pour explorer des magasins de bande dessinée. C'était le paradis de la BD, quoi. Je me souviens la première fois que tu es venu ici. La première fois que tu es venu ici, tu es allé à la bibliothèque. Oui. Et quelqu'un m'a dit que tu es tombé à genoux. You fell on your knees. I began to cry. je me suis mis à pleurer, oui. It was like Hicksville. Parce que c'était comme Hicksville. C'était C'était le temple de la BD. En Nouvelle-Zélande, les gens ne lisaient pas les BD quand j'étais petit. Et ils supposaient que c'était Donald et Superman et c'est tout. Et il y avait des trucs de Donald merveilleux. Et aussi, il y avait des rééditions de Karl Marx. Donc j'avais ça aussi. Et donc c'était merveilleux de venir à un endroit où la BD est au cœur de tout. Et le musée avait des archives sur la BD, mais de vraies archives. Et j'étais très ému. Et je suis venu avant. J'étais à Angoulême 2 fois avant, au début des années 90. Et il n'y avait pas de musée à l'époque, je crois. Le musée est ouvert en 1990. Okay. So, Yeah. it probably was the first years. Yes, yeah. Avec la bibliothèque. Yeah. The very first time I came, I had just published La some mini première fois que je suis venu, j'avais édité des fanzines, des mini-comics photocopiés. Donc je n'étais pas publié, j'étais là comme fan. Mais c'était incroyable. Ok. En parlant de Donald Duck, tu as dit dans une interview... Yep. En parlant de Donald Duck, tu as dit dans une interview que le premier mot que tu aurais prononcé... So you said the first... bébé, c'était justement Donald Duck. Yeah, apparently that's true. My father told that story, and Mon père a raconté cette histoire, je ne l'ai pas cru. Je pensais que c'était trop... C'était incroyable. Mes parents, ils ont divorcé il y a des années, donc ils n'avaient pas collaboré sur cette histoire. Donc j'ai vérifié avec ma mère, elle dit « Ouais, je crois que c'est vrai ». Donc voilà, vous voyez à quel point mon père m'a indoctriné. C'est une sorte de culte. L'autre chose qui était drôle, mes premiers mots étaient Donald Duck. J'ai 2 fils. Et mon premier fils, son premier mot était camion. Et lui, c'était Doc. Donc truck et Doc en anglais. Donc
les premiers mots des petits anglophones se terminent toujours en et j'attends que le premier mot de mes nièces et des neveux seront peut-être gênants. Oui, peut-être luck, la chance. Alors, est-ce qu'on peut... Parce que là, c'est même pas une carrière, c'est une vocation. C'est plus que... Voilà, tu étais destiné à devenir un auteur de bande dessinée, c'est complètement évident. Est-ce que tu peux expliquer, après ce qui s'est passé, parce que je disais tout à l'heure que tu as manifestement beaucoup bougé, tu n'es pas resté en Nouvelle-Zélande, je crois me souvenir que tu as passé du temps en Angleterre aussi. Est-ce que tu peux... tu parlais de mini-comics, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel a été ton cheminement vers le métier qui est le tien aujourd'hui, qui est auteur de bande dessinée? En fait, j'ai toujours dessiné des BD, peut-être même avant de pouvoir écrire et lire. Je manipulais le crayon et je ne me souviens pas d'une seule fois où je n'ai pas dessiné des BD quelque part. Et j'ai toujours pensé que c'est ce que je ferais de ma vie. En Nouvelle-Zélande, il n'y a aucun secteur, aucune industrie de la BD. Là où j'ai grandi, il n'y avait rien. En 97, le premier magazine de BD a commencé, fondé par Colin Wilson, comme on l'appelle en France, a lancé ce premier magazine en 97 qui a duré pendant 10 ans. Et juste après l'avoir fondé, il a dû aller travailler en Europe, où il a travaillé dans l'industrie de la BD. Et son idole, celui qu'il aimait le plus, c'était Moebius. Et après plusieurs années, Colin a pu écrire la jeunesse de Blueberry et travailler avec Jean Giraud. Donc pour lui, c'était comme un rêve qui devenait réalité. Et il travaille toujours dans ce domaine, mais en Australie maintenant. Mais une fois que j'ai vu ce que lui avait pu réaliser, je me suis dit, alors peut-être que moi aussi, j'ai une chance, même si je vis de l'autre côté, ce qu'on appelle le trou du cul du monde en Nouvelle-Zélande, eh bien, j'ai peut-être une chance aussi. Et donc, quand j'étais à l'école, au collège, j'avais une BD qui était publiée mensuellement. J'étais payé à chaque fois $10 par édition et j'avais l'impression déjà d'être un professionnel. C'était évidemment un magazine pour les enfants et quelque part un peu aussi par les enfants, mais c'était quelque part le début de ma carrière. Mais donc à l'école, je publiais déjà mes propres BD avec une photocopieuse. Alors évidemment, je m'étais mis les secrétaires de l'école dans la poche pour pouvoir utiliser la photocopieuse. Et puis à l'université aussi, j'ai publié pour le magazine de l'université. Et j'ai commencé à envoyer des BD que j'avais faites en Australie, un magazine qui s'appelle Fox, qui est super d'ailleurs, et qui regroupait aussi beaucoup des gens comme Chris Reynolds, de Benson, Glyn Dakin, des dessinateurs britanniques qui sont devenus à l'époque mes favoris. Et alors, à l'âge de 23, je suis allé en Angleterre et je me disais peut-être que j'allais pouvoir travailler pour une grande maison en Angleterre. Je ne savais pas pourquoi je m'étais mis ça dans la tête, parce que j'avais vu que pour Colin Wilson, ça avait fonctionné. Alors ensuite, bon, à défaut, je suis allé en France, si je peux dire. Et j'ai travaillé dans une librairie, en fait. Tout d'abord, j'y ai vécu en France donc, pendant plusieurs années, en continuant de photocopier les BD que je dessinais dans la librairie en utilisant la photocopieuse quand le patron n'était pas là. Et un jour, un de mes volumes a terminé dans les mains de Vishal Verma, un éditeur canadien qui m'a donné la possibilité de publier dans un magazine canadien qui s'appelait Pickle, qui a été donc publié dans les années 90. Et là, j'ai commencé à faire une série de X-Files
c'était une histoire que j'avais. C'était une sorte de petite histoire qui arrivait un peu comme une sorte de mini-histoire qui arrivait en dernière page. Qui questionnait sur la plage, le truc simple. Et petit à petit, ça a repris toute sa place. C'est le même processus, en fait, qu'avec Crazy Cat. C'est vrai, oui. C'est une tradition. Vous savez, tout ce que je peux prendre, Herman, pour moi, c'est le saint patron de la BD. Je suis d'accord. Puisque tu parles de Xville, alors je vais essayer de trouver parce que, comme j'expliquais, j'ai eu des petits problèmes ce matin. J'avais une clé USB avec plein d'images, mais elle a rendu l'homme, donc c'est un petit peu embêtant. Où est-ce que je peux trouver Xville là? I don't really have much of Hicksville on. Alors en fait, j'ai pas beaucoup d'Hicksville en ligne, mais si cliquez sur la couverture, là normalement, ça va vous montrer la couverture simplement, c'est peut-être pas très utile, mais ça vous donne déjà une idée. Et c'est la même couverture sur la nouvelle édition chez Casterman qui vient d'être publiée. Donc, sauf qu'il est dit une bande dessinée par Dylan Arrows. Parce que tu dis que ça a commencé comme un petit strip et que ça s'est petit à petit développé. Est-ce que tu peux expliquer le processus? Parce qu'il y a quelque chose qui me fascine dans Xville et qu'on retrouve dans Magic Pen, c'est le fait que le monde de référence des personnages de tes histoires, c'est la bande dessinée elle-même. C'est le monde de la bande dessinée qui est considéré comme, sinon un monde alternatif, mais en tout cas le monde dans lequel on peut se déplacer. Parce que Xville, en fait, c'est une ville où tous les habitants, quel que soit leur métier, sont des fans de bande dessinée. Ils savent tout sur Jack Kirby, sur George Herriman, sur tout le monde. Et c'est une idée qui est tellement... je ne veux pas dire bizarre, mais quand même un peu inhabituelle, que voilà, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment cette idée t'est venue et comment tu te connectes à cette façon de voir les choses. Parce qu'il y a de l'humour, mais pas uniquement, me semble-t-il. En fait, je vais vous dire comment j'ai créé Hicksville, l'endroit au départ. Hicksville, c'était un lieu avant de devenir une BD. En fait, je faisais ces petites brochures photocopiées à Londres et j'avais le mal du pays. Ça me manquait, la Nouvelle-Zélande à l'époque. Vous savez que la Nouvelle-Zélande, c'est quoi? C'est deux îles avec beaucoup de zones côtières. Donc, c'est pas la peine d'être riche pour être proche de la plage. En fait, dans l'île du Nord, le plus loin que vous puissiez être de la plage, c'est quoi? 2 heures de voiture au maximum, grand maximum. Donc, vous êtes toujours près de la mer, près des plages. Et c'est un pays où il fait relativement chaud, c'est très détendu, il y a la nature, etc. Et ensuite, je me suis retrouvé à Londres. C'était à l'époque de Margaret Thatcher et John Major qui a essayé de reprendre la version mâle et un peu plus grise de Thatcher par sa suite. Et Londres, c'était triste, les boutiques fermées parce que c'est une période de récession, de tristesse, de chômage. Et c'était vraiment très dur d'être pauvre à Londres à l'époque. Il y a des endroits où on peut vivre relativement bien sans trop d'argent, mais à l'époque, à Londres, c'était vraiment très dur. Moi, je n'avais pas d'argent. Je vivais dans un squat, vous savez, avec... on n'avait pas de chauffage, on n'avait rien. Donc, en hiver,
on mettait le lait dans le réfrigérateur pour pas qu'il gèle, c'est pour vous dire. Et puis l'huile aussi. Et tout ça, c'était vraiment déprimant. Et alors, la Nouvelle-Zélande me manquait d'autant plus. Et écrivant ces BD, je me suis dit, tiens, on va faire comme s'il y avait un éditeur dans l'histoire. Genre, j'ai pensé à cette ville de Nouvelle-Zélande où il y avait une petite librairie et il y avait une petite imprimerie à l'arrière de la librairie qui était tenue par une petite dame qui s'appelait Madame Hex et qui imprimait ces BD parce qu'elle adorait les BD. Et donc c'est un endroit que j'ai créé qui me permettait de me réfugier dans mon imagination à l'époque, là où ça me manquait le plus. Et finalement, j'ai développé cet endroit où tout le monde adorait les BD parce que je voulais créer ma propre utopie finalement. Mon lieu de rêve, mon imaginaire pouvait s'y mouvoir en toute liberté. Et, vous savez, j'ai passé beaucoup de temps tout seul dans mon imagination, attendant le sommeil. Mon imagination m'emmenait dans des endroits imaginaires. Et à l'époque, c'était cet endroit dans lequel j'évoluais. Et donc, en fait, j'ai créé cet endroit avant de créer l'histoire. Et donc, quand je me suis mis à table pour écrire l'histoire, je me suis dit, en fait, c'est là que je voulais aller, pour me détendre entre l'écriture d'autres histoires. Et ensuite, cette histoire a pris le dessus sur le reste. Et lorsque j'ai commencé à explorer plus avant ce lieu, j'ai commencé à développer cette histoire sur la BD. Mais j'adore cette idée de cette obsession qui se développe autour d'une histoire, ces histoires qui prennent toute la place dans notre esprit, dans notre imagination, et pourtant elles coexistent l'une à côté de l'autre. Alors pourquoi ne pas imaginer ces histoires comme un univers partagé? Elles ne sont pas en train de se battre les unes avec les autres, et c'est un univers qu'on peut explorer à loisir, à discrétion. J'étais môme, mais ce que j'adorais avec Tintin, c'est que avec chaque personnage et histoire était comme une fenêtre dans laquelle vous pouvez vous projeter, et c'était un monde qui s'ouvrait au-delà de cette fenêtre. C'était pas simplement une histoire, c'était un lieu, et je m'y réfugiais. Donc lorsque j'écris, l'une des pulsions qui me fait écrire, c'est ce désir de créer un lieu que je pourrais explorer. Et lorsque vous êtes l'auteur, vous pouvez vraiment explorer tout ce que vous voulez. Mais dans le même temps, c'est explorer. Okay. En même temps, c'est explorer un endroit, mais c'est aussi explorer son propre inconscient, Et c'était un processus qui était. Tu étais conscient de cette double exploration, c'est-à-dire à la fois aller dans un endroit. C'est assez proche d'ailleurs de la façon dont Moebius travaillait. C'est-à-dire créer un univers et se déplacer dedans. C'est un peu comme le garage hermétique, the airtight garage. Pour moi, c'est un peu le même processus. C'est créer un univers et en fait explorer son inconscient en explorant cet univers. En fait, c'est le thème principal de la déviation que Jean Giraud a écrit. Il part en vacances avec sa famille et ils font un détour et il se retrouve à évoluer dans son imagination, à explorer son esprit, son subconscient, son inconscient. Et en fait, il était en train de remettre en cause sa relation avec son travail à l'époque, sans doute. Peut-être qu'il avait pris aussi beaucoup d'acide, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, non, il fumait beaucoup de choses, oui. Et pas que la carpette, oui. Et donc, en tout cas, moi j'étais un peu jeune à l'époque pour le faire, c'était plutôt mes parents qui fumaient la moquette. Bon, en tout cas, Borges a écrit une histoire sur un homme qui décrit une carte, qui dessine une carte dans mon imaginaire, et en fait c'est il a passé sa vie
à détailler cette carte, cette cartographie de son monde imaginaire pour la rendre aussi réelle que possible. Et quand un jour il regarde sa carte, il voit son propre visage, ce qu'il a créé sur toutes ces années. Mais c'est pas ainsi que je pense les choses. Pour moi, j'ai toujours le sentiment d'aller à l'extérieur de moi-même. Mais c'est pas vrai. J'ai le sentiment d'explorer une réalité qui est partagée. L'ensemble de la culture de la BD y a contribué, et pas d'hier. Et tous les autres artistes de BD aussi. Et avec Magic Pen, c'était encore plus ce sentiment que j'avais, je dois dire. Est-ce que je dis quelque chose de faux si je dis que, de mon point de vue, X-Ville, c'était quand même quelque chose qui avait à voir avec une bande dessinée, sinon américaine, en tout cas anglophone, anglo-saxonne, alors que Magic Pen, pour moi, la référence à Tintin et à un certain nombre de bandes dessinées européennes est manifeste. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que je me trompe complètement? Sans doute. Hicksville, j'ai exploré les BD que je lisais, que j'aimais à l'époque, au moment où je l'écrivais. Et je le faisais aussi pour un éditeur de BD en Amérique du Nord, au Canada, précisément, avec un public nord-américain plus généralement. Donc je suppose que j'étais dans un dialogue avec le milieu, la scène de la BD américaine alternative. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de références. Il y a deux personnages qui ont une discussion sur qui est Edgar Jacobs ou Sergio Aragonés. Et c'est une dispute, ils arrivent à en venir au point parfois. Et donc il y a beaucoup de références. Mais en même temps, je parle de BD finlandaise, mongolienne même, mongole même. Et avec Magic Pen, en fait, comment dire, c'est presque trop récent pour que je puisse avoir un peu de recul, une compréhension de ce que je faisais, et ce qui me motivait, ce qui me muait. Parce que c'était comme un voyage particulier pour moi. J'ai commencé à un moment donné où j'avais beaucoup de mal à faire de la BD. Et au moment où j'ai terminé, 10 ans s'étaient écoulés. Et je ne savais pas vraiment où j'allais quand j'ai commencé. Donc, je n'ai pas encore vraiment compris qu'est-ce qui s'est passé. Rougir, mais Magic Pen, ça m'a fait penser un peu à la position de Fellini quand il faisait 8,5. Faire un film sur le fait qu'on n'est pas tout à fait, on se sent pas en situation de faire un film. C'est-à-dire mettre en scène la difficulté qu'on a à faire une œuvre. Et pour moi, Magic Pen, c'est ça aussi. Alors la référence est peut-être un peu écrasante, mais c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser. Ça m'a jamais pensé, mais j'y ai jamais pensé, mais bon, je veux bien accepter. Bon, pourquoi pas Fellini. Quelqu'un a parlé d'Italo Calvino dans une critique aux États-Unis. Et moi, ça me va aussi. Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup réfléchi à Italo Calvino quand j'écrivais. Pas quand j'écrivais, mais après avoir écrit l'histoire, quand je dessinais, je ne cessais de penser à cette obsession que j'avais eue à un moment donné d'Italo Calvino à l'âge de 20 ans. J'ai vu 8,5 quand j'étais tout petit. Mon père, outre qu'il était obsédé par la BD, il enseignait le cinéma en Nouvelle-Zélande et il était le premier en fait à enseigner le film, le cinéma à l'université en Nouvelle-Zélande, et il a fallu qu'il se batte vraiment pendant des années avant que ce soit
accepté parce qu'on lui disait mais c'est pas de la littérature, c'est pas de l'art. Donc moi j'ai pu dans mon enfance voir tout un tas de films formidables avant que n'existent les vidéocassettes, etc. Donc s'il enseignait s'il avait un cours sur un film dans sa classe, il fallait qu'il emprunte les bobines de film et le projecteur, et il rapportait ça à la maison, le projecteur, le film, la bobine, la veille du cours, et il le projetait sur le mur du salon, et il vérifiait qu'il n'y avait pas de problème, et il prenait des notes, tandis que le film se déroulait sous nos yeux, et ma sœur et moi-même, on s'asseyait sur le sofa et on regardait ces films extraordinaires. Je crois que j'ai vu le dernier tango à Paris à l'âge de 10 ans, si ça peut vous donner une idée. Bon, j'ai pas très bien compris à l'époque si c'était du beurre ou de la margarine et qu'est-ce qu'ils faisaient avec, mais bon, mais de l'huile. Et en tout cas, il y avait Spirit of the Beehive qui était un film espagnol, je ne sais plus le réalisateur. Ah, on n'entend pas ce que dit le monsieur là, désolé. Et ça reste un de mes films préférés à ce jour. Et bien sûr, on a vu les films de Fellini et puis les films de Woody Allen qui faisaient des références à 8,5, ce film. Et ça fait partie finalement de mon éducation de BD. Ça constituait cet arrière-plan à ma création de la BD. Et ça a influencé mon écriture. Mais je ne réponds peut-être pas à votre question, là. Moi, ça me va parfaitement. Tu as mentionné Borges, Calvino, et j'ai vu aussi que tu avais une grande passion pour Perec, et en particulier W, le roman, qui est très autobiographique, si je me souviens bien. Je l'ai lu il y a longtemps. Et j'ai l'impression que chez tous ces écrivains, il y a la notion du jeu avec la forme, l'idée de la contrainte. Et est-ce que ça rentre aussi dans ton processus créatif, de se donner quelques règles comme ça, quelques limites pour canaliser d'une certaine façon la création ou pas du tout? C'est en partie vrai. Il me semble qu'il y a, chez ces auteurs, il y a plusieurs choses qui m'intéressent, en particulier le fait qu'ils déconstruisent la forme du conte, de la narration, et la reconstruisent d'une manière différente. Ils utilisent cette construction de manière différente de tout ce que font les autres écrivains, auteurs. Et aussi, ils écrivent tous, ils créent des endroits, des lieux. Et Georges Perec en parlait dans le manuel d'utilisateur, c'est l'histoire d'un appartement, là, dans un immeuble. Et je suis obsédé par la manière dont pourquoi il a choisi de faire ça. Parce qu'à un moment donné, ce qui m'intéressait, c'était la relation entre histoire et géographie. J'en parle un peu dans Hicksville, où il y a ce personnage qui est à la fois un illustrateur et un cartographiste. Et pour lui, ça se rejoint et il en parle. C'est ce que je me disais à l'époque. Je sais que j'en avais un peu assez des conventions de la narration, du conte, de l'écriture. Et puis, le fait qu'on repoussait toujours dans le temps les histoires, allaient toujours en avant, toujours dans un cadre temporel très strict. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas un autre moyen d'utiliser l'histoire sur l'axe du temps, et plutôt, je me suis dit, plutôt que l'axe du temps, peut-être on pourrait explorer l'espace dans le processus de construction de l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai commencé à penser en termes de cartographie. Mais Perec et Borges, il construit
ces lieux. Et vous savez ce qui est... J'ai pas tellement lu du Borges, en fait. J'ai lu à propos de lui plus que je n'ai lu ses œuvres à lui. C'est assez embarrassant parce que finalement, après Hicksville, beaucoup de gens ont fait la comparaison. Et ce matin, quelqu'un a dit que Hicksville, c'est Borges et Magic Pen, c'est comme Calvino. Je me suis trouvé très flatté. Mais je me suis dit que peut-être que je mettrais ça comme note, commentaire sur le prochain livre. Mais en tout cas, j'ai lu du Borges quand même, pas autant que j'aurais dû peut-être, mais je le trouve absolument passionnant en tant que personne. Et la manière dont il pense. Il a beaucoup d'histoires sur des histoires, sur la lecture, sur l'imagination des histoires. Et c'est quelque chose qui m'a toujours obsédé, parce que moi j'adore aussi la BD française et belge, et italienne aussi, comme Hugo Pratt par exemple, Mattotti. Mais je ne pouvais pas les lire. J'avais appris le français pendant 7 ans à l'école. Mon prof de français était allé 2 fois en Nouvelle-Calédonie en vacances. Mais elle ne savait pas parler français. Elle parlait comme ça. Écoutez. Et donc c'est comme ça qu'on parlait français. Nous. Vous entendez? C'était ça le français qu'on parlait. Alors, et comment utiliser du français comme ça? Moi, j'allais en France avec ma tante. Et donc, c'est comme ça qu'on a appris le français. Donc, ma femme a fait une demi-année de français à l'école. La première chose qu'on leur a appris, c'est le chat est sur la table. Et des années plus tard, on était en France, dans un café. Et il s'est trouvé qu'un chat a sauté sur la table et ma femme a sauté en l'air. On dit « Le chat est sur la table !» Et elle se disait qu'elle avait attendu 20 ans pour pouvoir sortir cette phrase. Quelle réplique! Le destin, c'est quand même quelque chose. Mais en revanche, il y en avait une autre histoire. Mais je ne vais pas vous la raconter sur ma femme. Et sur le français. Mais bon, j'essayais de Chantal Montelier, Tardy, etc. Parce que j'avais eu le rêve du fou de Futuropolis, qui était mon livre préféré pendant des années. J'arrivais pas à le lire. Je ne savais pas ce qu'il racontait. Donc, j'imaginais donc ce qui s'y passait. Et donc, d'une certaine manière, la plupart de mes BD favorites, je les ai autant imaginés que je les ai lus. Et c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je continue de créer des histoires sur des BD qui n'existent pas. Et en même temps, j'espère j'aurais voulu qu'elles existent. C'est donc ce désir qui alimente Hicksville. C'est cette faim, cette soif pour des BD qui n'existent pas. Je me rappelle un ami à moi qui était un grand fan de rock'n'roll, qui comprenait pas bien l'anglais, qui a appris l'anglais et qui était horriblement déçu de découvrir ce qu'étaient les paroles des chansons, parce qu'il s'était construit autre chose. Il s'était construit un autre monde à partir de ce qu'il ne comprenait pas. Je trouve que c'est assez proche. Oui, c'est vrai, parfois je lis une traduction d'un livre que je connais bien et je suis parfois déçu. C'est pas que je pense que c'est des histoires fantastiques, mais c'est que j'avais une autre histoire dans ma tête, quoi, c'est tout. On n'a pas beaucoup parlé de bande dessinée américaine, mais pourtant tu travailles pour des éditeurs américains, et j'ai pas l'impression que enfin moi j'ai pas vu grand-chose de toute cette production. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a Bad Girl, il y a des choses comme ça que tu as faites. Ça consiste en quoi exactement? Et est-ce que c'est quelque chose que tu fais pour, comme on dit en français, pour faire chauffer la marmite, pour gagner ta vie? Ou est-ce que c'est aussi quelque chose dans lequel tu t'impliques beaucoup et qui est important dans ton œuvre? Well, I've always felt a strong connection to je me suis toujours senti
très liés à l'underground américain. Donc, Love and Rockets, Cerebus, l'Aardvark, des Aardvark, etc. Et puis plus tard, des gens comme Chester Brown, Julie Doucet. J'ai l'impression que ce sont des amis de BD en quelque sorte. Mais le mainstream, les super-héros, je n'avais jamais vraiment de lien particulier. Je lisais 2000 AD britannique, donc là je me sentais plus proche. Mais les super-héros ne m'intéressaient pas, le genre ne m'intéresse pas. Il y avait quelques créateurs que je pourrais suivre comme Alan Moore, mais parce que j'avais déjà trouvé son travail ailleurs. Après l'édition, après la sortie de X-Files, parce que X-Files, c'est... Enfin, j'étais étonné de voir les gens qui l'ont accepté. C'était pas que mes amis de BD alternative, c'était des gens comme Frank Miller. C'était des éditeurs de DC et de Marvel. Et ils commençaient à me proposer du boulot. On m'a engagé pour écrire Hunt to the Age of Magic, donc qui venait de Books of Magic qu'il a fait, c'était Neil Gaiman qui l'a fait aux années 90. Donc j'étais engagé par Vertigo. Sorry. Donc on m'a engagé pour faire ça et c'était la fantasy. Et j'adore la fantasy comme genre, quoi. C'est une passion depuis toute ma vie. Tolkien, c'est ma Bible. Et ils allaient me payer des milliers de dollars tous les mois pour faire des BD. C'était un rêve qui se réalisait, quoi. Je l'ai fait depuis des années, mais sans gagner un sou, quoi, quasiment. Donc j'ai accepté cette opportunité. Donc après Hunter, j'ai écrit Batgirl. J'ai fait ça pendant 4 ans pour DC. Et à la fin, ça a failli me tuer en tant qu'artiste. Je pensais que j'avais perdu ma propre voix parce que j'avais écrit ces comics en adoptant la voix de quelqu'un d'autre. Je me disais qu'il y avait un style, un type d'histoire, une démarche narrative que le lecteur recherchait. Et donc, j'ai travaillé très dur pour correspondre à leurs désirs. Mais ce n'était pas mes désirs, ce n'étaient pas les histoires que moi je voulais raconter, les fantasmes, les rêves que moi j'ai. Et surtout Batgirl, c'était très difficile parce que quand ils m'ont demandé de l'écrire, parce que je n'avais pas lu ces comics depuis des années, je pensais Batgirl, et je pensais à la série télé que je regardais gamin, avec Adam West qui jouait Batman. Et Batgirl, c'est vraiment la meilleure version de tous les temps des super-héros. Oublions Batman Begins et toute cette merde-là. Non, regardez la série télé de 66, Batgirl. Premier épisode, Batman danse pendant la moitié. Et il a une danse qui s'appelle Bat to See. Et il fait ça. C'est vraiment le meilleur, quoi. Et ils ont créé Batgirl pour la série télé. Elle était dans la série télé avant d'être dans les comics. Elle est bibliothécaire le jour. Et c'est vraiment le meilleur boulot de tous les temps. J'ai plein de copains qui sont bibliothécaire et puis donc j'adore. Donc elle est bibliothécaire avec les cheveux rouges et le soir elle s'habille en mauve avec ses bottes à talons aiguilles là et elle saute sur sa moto avec la dentelle et tout et elle combat le crime. Et il y a toujours de la danse quelque part. Donc je me suis dit ça va être super. Et je ne me suis pas rendu compte que ça c'est l'ancienne Batgirl. Et le Joker lui a tiré dessus dans les années 80. Et Alan Moore, c'était la pire des choses qu'il avait jamais faites. Et donc, elle se trouve en fauteuil roulant, donc elle ne peut plus être Batgirl. Donc, elle est devenue Oracle.
Vous savez que dans les séries télé américaines, et tout ça, les dessins animés, les gens qui sont dans les fauteuils roulants, ils sont hyper forts en informatique. Ils ne savent pas marcher, mais ils sont hyper bons en informatique. Donc elle est hacker, elle travaille pour Batman, et puis elle rentre dans les comptes de banque, les comptes bancaires du Pingouin, etc. Mais la nouvelle, c'était une jeune femme qui s'appelle Cassandra Cain. Et elle venait d'un pays asiatique non identifié. Elle est asiatique, tout simplement. Et son père est l'assassin le plus mortel, Cain. Et donc elle doit prendre la relève, donc elle sera encore plus mortelle que lui. Et donc elle n'a jamais eu de contact humain. Et tous les jours, il y allait pour la tabasser. Et la taper. Ah donc, elle était isolée du langage humain. Donc la partie langage de son cerveau allait apprendre la violence comme grammaire. Parce que le seul contact humain qu'elle avait, c'était la violence. Bon. Donc, quand j'ai repris le personnage, elle a 18 ans. Elle ne peut pas parler, parce qu'elle n'a pas appris comment parler. Elle ne sait pas lire, évidemment. Elle essaie d'apprendre, mais elle ne peut pas, parce que cette partie de son cerveau, en fait, essaie de comprendre le combat. Mais pour taper sur des gens, aucun problème. Elle vit toute la journée dans une caverne, et le soir, elle met ce costume, et c'était du SCM, quoi. C'est du cuir, de la tête jusqu'aux pieds, et puis elle a ce masque de sadomasochisme, quoi, sur son visage. Elle est en noir totalement avec ce masque, mais avec des points de suture en quelque sorte. Elle a été abusée horriblement par son père, et maintenant elle est abusée par Batman, qui l'enferme dans une grotte et puis la laisse sortir pour taper sur des gens. Et puis c'est une expérience traumatique d'écrire ça pendant 18 mois. Est-ce qu'on peut changer de costume? Elle peut mettre dans l'ancien costume. Non, nous avons des jouets, des affiches, du merchandising, tout ça. Donc, elle est restée comme ça. Et donc, dans chaque épisode, je voulais enlever le masque. Et donc, pour certains, c'était le meilleur fantasme de tous les temps. Donc, elle a eu un rendez-vous avec Superboy, et donc là, elle a enlevé le masque. Et mon histoire préférée, c'est qu'elle va voir Oracle, l'ancienne Batgirl. Elle est hyper triste parce que sa vie, c'est pas très drôle, quoi. Mais elle a regardé des histoires sur les articles sur l'ancienne Batgirl. Elle dit, elle était heureuse. Et donc elle va la voir et elle emprunte l'ancien costume. Donc c'était ma façon, juste une édition, elle peut porter l'ancien costume, ce serait marrant et drôle. Mais bien sûr, elle essaie de se battre avec ses talons aiguilles et tout ça, elle n'arrête pas de tomber. Mais à la fin, bon, tout ça pour dire que non, je n'ai pas vraiment aimé et je le faisais pour l'argent. À la fin, je ne pouvais pas écrire, je ne pouvais pas dessiner, et je ne faisais pas confiance aux histoires. J'avais une sorte de crise de foi dans l'histoire et dans l'art. Je pensais à ce que disait Picasso. C'est sans doute mal traduit, mais bon, il aurait dit « L'art est un mensonge qui dit la vérité. » C'est des mensonges qui racontent la vérité, qui disent la vérité. Ou est-ce que c'est tout simplement des mensonges qui me séduisent? Et donc on veut que ce soit vrai, mais ce n'est pas vrai. Et les BD que je faisais les comics pour BD, c'était des mensonges, mais des mensonges séducteurs.
Mais ce n'était pas ma vision du monde. Si ce sont des fantasmes, c'est pour accomplir des rêves, quoi. Mais ce n'était pas mes fantasmes. C'était des fantasmes de quelqu'un d'autre. Donc j'étais piégé dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Et c'était mon cauchemar. Il me semble que là, ça nous amène directement à ce qui est le point de départ de Magic Pen. Quelqu'un qui est coincé à devoir imaginer les histoires d'une super-héroïne rousse qui porte un costume extrêmement serré, qui met en valeur son physique et qui n'en peut plus. Et c'est pour ça que je parlais de 8,5 et qui est en train de... Enfin, qui traverse une crise existentielle qui le touche par rapport à son épouse, par rapport à son monde, et qui est dans l'impossibilité complète de sortir de cette espèce de crise dans laquelle il est, une crise de création, un blocage complet. Et ça fait écho directement à ce que tu viens de nous raconter. Yeah, very much. Absolument. J'ai commencé à écrire Magic Pen. Merci. I started writing Magic Pen because I was in that situation. Parce que j'étais dans cette situation. J'avais besoin de raconter, de dessiner. C'était ma drogue en quelque sorte. C'était mon havre de paix. Mais ça ne l'était plus. Et je voulais retrouver ça. Donc j'ai parlé avec ma sœur, et elle est cinéaste. Elle travaillait sur un film qui a pris 9 ans pour terminer le scénario. Donc elle était en train de faire ça. C'est l'enfer du développement, comme on dit. Et moi j'avais ce blocage créatif. Et elle a dit, tu devrais écrire quelque chose là-dessus. Tu devrais écrire sur ton expérience. Donc, j'ai commencé à décrire la situation dans laquelle je me trouvais, au mieux, mais aussi, j'avais ce petit rêve, ce petit songe, et ça ne devait jamais être une histoire que j'allais raconter. Mais c'était un rêve dans lequel je me plongeais quand je voulais m'endormir, ou quand je conduisais la voiture, ou quand je faisais quelque chose d'ennuyeux. Et c'était un personnage qui était naufragé sur une île, et les gens, ils ont décidé que c'était leur Dieu, et ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Et c'était plus compliqué parce que j'avais 2 personnages, chacun avec leur île. Et dans cette situation, ils ont répondu différemment. Et plus je rêvais cela, les 2 personnages, c'était Dick Burger et Sam Zabel. Et Dick Burger, vous savez que lui, il traiterait ça totalement différemment de Sam. Et c'est devenu une histoire. Et ça a pris de la place sur l'histoire de Sam qui ne peut plus écrire et dessiner. Et le reste venait de là. Mais je voulais que Sam soit coincé dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Et tout au début, il l'est parce qu'il écrit le personnage de quelqu'un d'autre dans un style qu'il n'aime pas. Mais le reste du livre, il y a un point tournant, je ne veux pas trop révéler, mais il se trouve à l'intérieur d'une BD. Et pendant tout le reste de l'histoire, il explore toute une série de mondes qui ont été inventés par quelqu'un d'autre. Tous les mondes ont été créés comme des fantasmes de réponse à un rêve. C'était l'utopie de chaque dessinateur, en quelque sorte. Mais pour Sam, c'est dérangeant, des choses qui le troublent là-dessus. Éthiquement, moralement, ce sont des éléments qui le dérangent. Donc il ne peut pas tout simplement en profiter. Et l'histoire, c'est ça. C'est poser la question, est-ce qu'on a une responsabilité morale de nos propres fantasmes? Est-ce que nos fantasmes ont un sens, éthiquement
Est-ce que c'est important? Et tu as une réponse? Eh bien, quand j'ai commencé, je n'avais pas de réponse. Et l'un des objectifs, c'était de trouver cette réponse pour moi-même. Je commence le livre avec 2 citations du poète W.B. Yeats. Il dit « Dans les rêves commence la responsabilité ». Et ça vient en fait d'un livre de Murakami. J'ai vu ça dans le roman, je ne lisais pas Yeats. Mais mon éditeur en Nouvelle-Zélande est un grand fan de Yeats. Et Lily était ravie. J'ai dit que c'était dans un livre de Murakami. Donc elle voulait me parler de Yeats et tout ça. Mais bon. Et j'ai trouvé une autre citation qui était parfaite. Un peu trop tard pour le livre. Mais l'autre citation que j'utilise au début vient de Nina Hartley, qui est actrice porno américaine et productrice très connue aux États-Unis. Elle a fait ses propres films et elle a parlé de la pornographie aussi. Elle réfléchit énormément sur le porno et elle dit que le désir n'a pas de moralité. Et elle choisit très bien ses mots, je trouve. Elle dit, nos désirs n'ont pas de poids moral. Moralement, il n'y a pas de poids. Nos actions, nos comportements, oui. Mais les désirs eux-mêmes, non. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec les deux. Mais il y a une contradiction totale. Donc je voulais commencer avec une discussion entre 2 positions. Et après, je voulais que ça devienne compliqué. Donc à la fin, je ne sais pas si j'avais une réponse simple. Là, cette seule question est devenue plein de questions. Elle est devenue très compliquée. Donc j'ai des réponses pour certaines questions, mais d'autres, je suis plus à l'aise maintenant à vivre avec la question et d'avoir cette conversation pendant toute ma vie. Tu connais la citation de... Oh, sorry. If you spoke very slowly, very slowly, it's possible I'd understand. La citation de Crumb qui dit « Je ne suis pas responsable de mes fantasmes ». Ou de mon inconscient, plus exactement. Je ne suis pas responsable des productions de mon inconscient. Yes, and he also says at the end Oui, il dit aussi à la fin d'un de ses BD, il dit « C'est des lignes sur du papier, les gars. » Et ça, j'adore. Et pour moi, Crumb, c'est vraiment, en quelque sorte, l'étalon. Pas parce qu'il dessine des BD sur des choses épouvantables qui font partie de ses fantasmes sexuels, mais aussi, il a fait 2 BD remarquables qui s'appellent « Quand les négros vont prendre le pouvoir en Amérique » et l'autre, c'est « Quand ces putains de juifs vont contrôler le monde ». Et c'est exactement ça. C'est épouvantable, c'est raciste, c'est horrible. Tout comme on pourrait imaginer avec ce titre. Alors il a fait ça non pas parce qu'il pense que c'est ce qui va se passer si les Afro-Américains avaient le pouvoir ou si les Juifs avaient du pouvoir. Il a dessiné ça parce qu'il s'est dit, enfin il pensait toujours avoir du racisme dans lui. Et même quand il a essayé de ne pas être raciste sur les Noirs aux États-Unis, mais il y avait une partie de lui qui avait toujours peur des Noirs. Et il voulait sortir tout ça, le cracher sur le papier pour voir ce qu'il avait et le pousser au plus loin possible. C'est très drôle parce que c'est tellement ridicule en fait. Donc l'absurdité vraiment est au premier plan. Mais après avoir publié ces comics, ils ont été repris dans un magazine du pouvoir blanc de néo-nazis. Ils ont lu ça, ils ont dit oui.
C'est ça, il a raison. Et ils ont réimprimé ça. Et c'est la première fois qu'il a poursuivi quelqu'un d'avoir copié ses œuvres sans permission. Mais ça soulève des questions très très compliquées sur ce que nous choisissons à mettre sur du papier. Et il n'y a pas de réponse simple. Et c'est très difficile de parler de ça en France actuellement, mais oui, voilà. Je ne veux pas aller ailleurs, mais bon. Je pense que c'est un sujet important. Crum avait dit que, en fait, il avait dessiné ces deux histoires parce qu'il vit en France, comme chacun sait, et il retourne régulièrement aux États-Unis. Et il dit, je suis arrivé aux États-Unis et ce que j'ai senti du pays, il y a des gens, je vais un peu partout, c'était ça, cette espèce de racisme sous-jacent qui était un petit peu en dessous comme ça et qui avait une force incroyable et que je sentais moins, évidemment, depuis la France. Et il m'a dit, ça m'a sauté à la figure complètement. Et c'était tellement fort qu'il a fallu, comme il le dit, to get it out of my system, de m'en débarrasser, quoi. Yeah, you see, I feel as though you could argue that. Je pense qu'on pourrait dire que Crum avait une responsabilité morale de supprimer, de refouler ça. Ce sont des fantasmes cauchemardesques et très noirs sur ce que ça veut dire la race. Et ce n'étaient pas des fantasmes qu'il voulait avoir. Mais on pourrait dire que c'est moralement irresponsable de donner libre cours à ces fantasmes. C'est comme la sexualité, le genre. Mais il y a ça dans les comics qu'explore Sam, parce que c'était écrit dans les années 50 par un dessinateur de science-fiction, et il fantasme sur le harem, quoi. Et ça vient de l'orientalisme, quoi. Mais ça parle du genre, dans le terme sexuel, du genre sexuel. Et je crois que c'est très compliqué. Pour moi, on doit finir maintenant, ouais. Je dirais tout simplement qu'une conclusion très forte que j'ai eue à la fin, c'était que la question la plus importante pour moi, c'est d'être honnête par rapport à nos fantasmes. Donc, si vous couchez vos fantasmes sur papier, vous les explorez, ça va vous déranger, ça va explorer des coins que vous n'aimez pas, vous allez vous inquiéter de l'impact sur les autres. Mais il faut être honnête. Il faut que ce soit de vrais fantasmes, pas ce que demandent les autres. Parce qu'en explorant ces fantasmes, on peut voir ce que ça veut dire d'être humain. On peut explorer ça. Et je suis très tolérant. Moi, j'adore la fantasy comme genre, comme Le Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons. J'aime bien ce genre, mais très souvent, ça me dérange politiquement. Ça vient des histoires d'aventure racistes coloniales. Les Africains deviennent les Hawks. L'aristocratie, c'est les elfes. Donc la politique est très compliquée. Mais il y a aussi une grande valeur dans ces rêves qui ont été explorés de cette manière. Donc je ne veux pas refouler ces fantasmes dérangeants, mais je veux explorer leur sens. Et explorer le côté obscur. Regarder ce qui dérange. I think it's the good ending to this meeting. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci à vous. Et merci à vous.